Avertissement. Les propos et le climat particulièrement saisissants de la plaidoirie qui va vous être présentée sont de nature à heurter la sensibilité de certains spectateurs. Cette plaidoirie est donc réservée à un public averti. Bonsoir. Le droit administratif, rappelons-le pour ceux qui le savaient, et appelons-le pour ceux qui ne le savaient pas, c'est l'ensemble des règles définissant les droits et les obligations de l'administration. Il appartient de ce fait au droit public. Comme ça, ce n'est pas forcément très vendeur, mais si je devais vous la faire simple, le droit administratif, c'est comme un camembert, dont les arrêts et la jurisprudence du Conseil d'État en seraient le cœur, fondant, moelleux, goûtu. Les lois, décrets et autres directives en seraient pour leur part la croûte, fade, un peu moisie, mais essentielle pour conserver le goût du fromage. Bref, vous l'aurez compris, le droit administratif ne se résume pas à cette matière enseignée par M. Hervé Rial et les centaines d'arrêts à apprendre par cœur, mais avec sa tête. Car derrière cette matière se cache avant tout une grande histoire, composée de virements et de revirements de jurisprudence et agrémentée de lois, décrets et toutes les autres décisions administratives. C'est pourquoi je vous propose d'entrer dans le cœur du sujet et du camembert par la même occasion. Pour cela, retournons vers le passé, moi qui me suis déjà retourné vers vous, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'avant et non mon postérieur. Avec ma DeLorean, retournons sur les pas du droit administratif pour savoir si cette saga est-elle ou non un droit tout public. L'espèce humaine était née, et pour organiser les rapports entre les hommes, le droit fut créé. Jusque-là, tout était simple, tout était beau, les hommes s'appelaient Pierre et le crime n'existait pas encore. Sous l'Empire romain, au Moyen-Âge, sous la Révolution, le droit se développait. Mais ça, c'était avant ma première escale. Mon premier arrêt dans le temps et dans la jurisprudence intervenait le 3 novembre 1871 dans cette ville de Bordeaux, où j'allais voir M. Blanco, Jean de son prénom et non pas Serge. Jean et moi parlions de tout, et surtout de rien, et l'on apercevait au loin sa fille Agnès, qui jouait. Soudain, nous voilà surpris lorsque la petite passa sous un wagonnet de l'usine publique de tabac. Gisant au sol, la jeune Agnès avait perdu sa jambe. Cela faisait tâche, le comble quand on s'appelle Blanco. Ce bain de sang allait donner naissance au droit administratif. En effet, il ne le savait pas encore, mais lorsque M. Blanco irait agir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi par sa fille, ou plutôt ce qu'il en restait, sa demande ferait un tabac. Effectivement, le 8 février 1873 restera dans les mémoires comme le grand schisme du droit et l'avènement de la summa divisio. Désormais, le droit public et le droit privé étaient distincts. Voilà une situation peu orthodoxe. Préférant oublier ce qui s'était passé et effacer M. Blanco de mémoire, je décampais et continuais mon périple. Alors que j'apercevais ma prochaine destination, je décidai de faire un tour le 28 décembre 1906 pour m'asseoir sur les bancs publics du Palais Royal, qui se trouvait être très joli. J'assistais alors à un litige tiré par les cheveux. Le syndicat des patrons coiffeurs de Limoges exigeait en effet la fin des dégradés de décisions administratives au profit d'une uniformisation. Avec cette décision marquante, le droit administratif, qui n'avait jamais aussi bien porté son nom, prenait racine et affirmait ses extensions dans le domaine juridique. Cette parenthèse inattendue terminée, il était venu le temps pour moi de m'en aller cheveux au vent à bord de ma DeLorean, parce que je veux bien. Voilà que je me retrouvais en rade, à Toulon, par une fraîche soirée de juin 1916. À la recherche d'un garage, je rencontrais deux filles publiques. Souhaitant engager la discussion, je les abordais pour leur tapin à la conversation.
Après avoir tenté de leur mettre le grappin dessus, je n'obtenais que leur patronyme. Il s'agissait des dames Dole et Laurent. Celles-ci redoutaient la future interdiction de pratiquer cette activité socio-culturelle traditionnelle des zones portuaires. Elles demandaient l'annulation de cette décision, ce que le Conseil d'État a refusa. Je remontais dans ma dodo Lorraine, mais sans Dole et Laurent, et continue mon périple. Ma prochaine escale aura lieu le 8 novembre 1985 dans les Canaries. Au milieu des marins qui boivent et reboivent encore, je fis la connaissance d'Ardouin, un marin qui en a marre de naviguer. Manifestement éméché, il souhaitait m'offrir un coup me disant que ce n'était pas la mer à boire et que sans ce coup, j'en perdrais la tête. Sans son aval, je finis par le ramener à son navire et comprenais que ça allait chauffer pour son grade, celui-ci n'ayant pas eu la permission d'une telle soirée. Il estimera d'ailleurs plus tard sa punition injuste, le blanc. Il s'adressa au Conseil d'État des Vulgaités pour faire annuler cette sanction. En vain. Après avoir totalement décidé de mon aventure, je reprenais la route toute la sainte journée et arrivais dans une ville nettement moins exotique, Morsan-sur-Orge. Nous sommes le 18 octobre 1991 et ce soir c'est discothèque, avec à l'affiche les championnats départementaux de l'ancienne nain, auxquels je me suis inscrit un peu par égarement, je l'avoue. La soirée est bonne, les nains volent, et je suis rapidement éliminé. En convaincu et bon perdant, je prends note que les finales auront lieu la semaine suivante. Mais le jour même, voilà que le préfet interdit ce spectacle au nom de la dignité de la personne humaine. Malgré toutes les protestations et réclamations à l'encontre de cette décision, le Conseil d'État la confirmera au nom du trouble causé à l'ordre public. Cette décision sera notamment saluée par le rapporteur public de l'affaire et le super-héros de la jurisprudence, Patrick Friedman. Alors voilà, ce voyage terminé, prenons un peu de recul sur notre périple du droit administratif. Nous aurons donc eu affaire à une jambe découpée, des prostituées, un soldat, de l'alcool et des nains. Bref, vous l'aurez compris, Game of Thrones n'a rien inventé. Oui, cette matière que vous croyiez encore si innocente il y a quelques instants n'est en réalité que la source d'inspiration de l'une des séries les plus sombres et les plus sanglantes. Alors, mes chers petits Hélènes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, s'il vous fallait une raison d'avoir votre année, encore une, dites-vous que dès l'année prochaine, vous aurez affaire à notre George R.R. Martin, à nous, Monsieur Hervé Riel. Mais prenez garde, ce droit n'est définitivement pas tout public. Merci.